Donc j'aimerais revenir effectivement sur, je vais décliner peut-être d'une autre façon ce qu'a dit Claire, mais vu effectivement de mon point de vue d'archiviste. Donc en fait, le numérique, qu'est-ce que c'est? Donc bien sûr, c'est de très nombreuses informations numériques, mais qui n'ont pas toutes la même valeur. Et j'aimerais revenir sur ces différences de valeurs à l'occasion de cette première séance, valeurs qui vont de toute façon être déclinées sur toutes les autres séances. Je souhaiterais donc établir la distinction que l'on peut faire entre 4 grandes familles d'objets numériques qui seront toutes abordées. Je les présenterai par ordre chronologique d'apparition dans le monde de l'information. D'abord les données nées numériques, ensuite les données portant sur d'autres données nées numériques ou sur des informations sur tout type, sur tout support physique traditionnel, donc les métadonnées dont on vient de parler, les données numériques issues d'opérations de numérisation, enfin les outils de médiation culturelle. Dans la première catégorie, les données nées numériques sont qualifiées ainsi parce que leur existence matérielle repose d'emblée sur une nature informatisée. Ces données n'ont pas toute vocation à être conservées par un service d'archives ou une bibliothèque et donc à devenir de futurs objets patrimoniaux. Les acteurs de ces données nées numériques peuvent être des administrations, des ministères, la présidence de la République, des opérateurs publics de l'État, des collectivités territoriales, des entreprises qui ont des missions de service public, qui vont produire des archives nativement numériques, qu'elles soient de nature administrative ou juridictionnelle. Ces archives peuvent aussi avoir été produites par des acteurs privés de la vie politique, culturelle, économique, éducative, etc., et qui sont des acteurs associatifs, des entreprises ou des particuliers. Avec ces données, l'archiviste n'est plus ce gardien hérité du titre et fonction exercé par Armand Gaston Camus, premier garde des archives, député à l'Assemblée nationale constituante, désigné comme tel dès les premiers jours de la Révolution française, mais une personnalité à plusieurs têtes, réunissant un archiviste bibliothécaire documentaliste, couplé à un informaticien avec toute la palette des métiers de l'informatique, et également aux juristes, sans oublier les comptables, bien sûr, du fait du coût énorme de la mise en œuvre de la gestion des données numériques. Dans la deuxième catégorie, les métadonnées, très rapidement, les professionnels de l'information se saisissent des moyens informatiques pour produire des métadonnées, clés de compréhension, de représentation et d'accès aux informations, qu'elles soient sur support traditionnel ou sur support numérique. D'abord complément aux inventaires traditionnels, aux catalogues sur fiches, elles se substituent très vite à ces anciens instruments et prennent des formes variées en utilisant des outils qui permettent de restituer le fichier classique, d'élaborer des bases de données ou des applications de gestion. Ces métadonnées sont véritablement la clé, mais également un acteur qui crée le lien entre la préservation et l'accès, puisque sans la métadonnée, l'archive, le livre, le document papier ou numérique n'existe pas, les laisse sans moyen d'être préservés et aussi sans possibilité d'être retrouvés. Sans les métadonnées, les données sont comme absentes, inexistantes de leur dépôt physique ou numérique. Troisièmement, les données donc, issues des opérations de numérisation sont des données finalement qui portent sur des archives préexistantes en tant que telles, mais qui sont sur d'autres supports. D'abord considérées comme un moyen de conservation, évitant de manipuler, de communiquer trop fréquemment des archives, des livres ou des documents fréquemment demandés, ces données numérisées sont aussi un formidable moyen d'accéder plus facilement aux données. Ce qui permet effectivement d'ouvrir sur le quatrième point, qui sont les outils numériques développés en vue de la médiation culturelle d'un patrimoine déjà patrimonialisé, dont les développements deviennent de plus en plus centraux dans l'instrumentation aussi bien que dans la manipulation des archives numérisées ou numériques. Portail d'accès, d'éditorialisation, portail collaboratif, permettant à tout un chacun de se transformer en acteur archiviste amateur et bien sûr tous les autres outils que le web offre comme possibilité.
Pour cette première intervention, ceux qui me connaissent ne seront pas surpris de m'entendre parler surtout de la première catégorie, donc des archives nativement numériques, en laissant le soin à des personnes plus compétentes qui interviendront par la suite d'aborder les autres catégories. Quand les archives ont rencontré l'informatique, la relation n'était pas d'emblée évidente. Les gros systèmes apparaissent dans les années 1940-1950 et on est d'emblée dans un traitement de masse d'informations enregistrées. Ces systèmes s'appellent alors analyseurs différentiels, qui permettent évidemment de créer des mesures, calculateurs automatiques à séquence contrôlée, donnant une précision à un nombre de décimales assez important, calculateurs et intégrateurs numériques électroniques, permettant par exemple de faire 5000 additions à la seconde. Ces machines, sur lesquelles aucun stockage de données n'est possible, reposent sur l'utilisation d'informations massives représentées sur des cartes perforées, cartes remplacées par les premières machines à chiffres digitales, celles-ci autorisant le stockage sur leur baie de quelques mégaoctets. Les expressions qui sont alors associées sont celles de cerveau artificiel, de machine à penser, machine à agir, avec toute une bibliographie, surtout américaine, qui commence à émerger dès les années 1930. Il s'agit alors de réfléchir sur la combinaison possible entre, d'une part, la logique mathématique et statistique, et d'autre part, le langage, à la fois mots et symboles structurés pour former un ensemble de représentations signifiantes. Ces processus sont alors plus largement désignés sous le terme de mécanographique. Ce vocable, d'ailleurs, de traitement mécanographique, aura une longévité toute particulière chez les statisticiens de l'INSEE et les démographes de l'INED, qui continueront à l'employer largement, même après la création du terme informatique, parce qu'il permet effectivement de qualifier et désigner plus précisément les actions qu'ils opéraient. L'informatique, en effet, arrive un peu plus tard dans le vocabulaire, néologisme créé au tout début des années 60 par une contraction de la technique du traitement de l'information pour obtenir un ensemble de résultats. Donc on arrive au mot informatique. Dans ce contexte, la notion de numériser a un sens très précis. Ces traitements de l'information impliquent une mémorisation et une inscription sur un support physique de ces représentations, chiffres, lettres, signes typographiques divers, dessins, sons, images, qui prennent une forme binaire. Ces regroupements de chiffres binaires, 0 et 1, sont transformés en codes convenus qui subissent régulièrement des normalisations successives dans le temps. La forme binaire est également désignée sous le terme d'éléments numérisés, éléments de base, donc le plus petit élément, qui sont en fait les fichiers ou les données à bien distinguer de son résultat, c'est-à-dire la restitution sous forme intelligible et décodée, tels que des textes ou des images, objets en apparence non numériques, au moins jusque dans les années 1990. Pourtant, ces termes de numérisé ou numérique sont peu employés jusqu'à une période très récente. J'y reviendrai. On est déjà dans l'idée que les données à l'ère informatique, numérique nous dirions maintenant, atteignent des masses critiques, des volumes tels qu'il y a dépassement des capacités de stockage et de traitement. En faisant un petit bond dans le temps, je voudrais rappeler l'événement qui a eu lieu entre le 29 septembre et le 1er octobre 1986, que vous avez certainement en tête, je n'en doute pas, qui est le 28e Congrès national des archivistes français. Le titre de ce congrès s'appelle « Les nouvelles archives ». Jean Favier, alors directeur général des Archives de France, dans son discours d'introduction à ces journées, définit ainsi ces nouvelles archives. Tout ce qui n'était pas dans l'horizon des archivistes il y a encore un demi-siècle, tout ce qui y était il y a environ 30 ans, tout ce qui est entré pendant que les générations ici présentes, donc en 1986, vivaient leur vie professionnelle. Dans ce temps donc mesuré par Jean Favier à l'aune de la temporalité archivistique, il ajoute, je cite, « C'est tout ce que notre monde laisse et va laisser comme témoignage interrogeable sur sa réalité vécue et qui ne ressemble pas à ce que depuis le temps d'Hammurabi jusqu'au temps de la Troisième République, le temps a laissé quand il travaillait. Maintenant, nous voyons apparaître, de manière parfois majoritaire,
des documents qui ne sont plus que des documents lisibles par machine. Cela veut dire des documents que l'on ne lira plus quand on n'aura plus la machine, des documents qu'aujourd'hui même on ne lit pas si on n'a pas la machine et le code. Pour ne pas quitter le cadre de ce congrès qui intervient, je le rappelle, 7 ans après que les Archives de France se soient posé la question de l'opportunité d'intégrer ces archives nouvelles, alors désignées comme archives informatiques dans ces dépôts de conservation, et 3 ans seulement après le premier versement de données nativement numériques aux Archives nationales, le Congrès retient 3 notions qui sont liées à ce sujet et qui constituent, on pourrait dire, une diffusion de ces archives dites informatiques. La définition qui est donnée et qui émerge alors définit les archives informatiques comme l'ensemble des documents produits par l'utilisation de l'informatique, quelle que soit leur forme et leur support. Les archives informatiques sont également constituées des fichiers contenant des données ou des résultats numérotés et situés sur un support physique défini, puisqu'on est bien dans le cadre du traitement de l'information en vue d'obtenir un résultat et dont les données et les résultats sont également importants. Enfin, 3e notion, les archives informatiques sont conservées sous forme électronique. Donc, fichiers magnétiques, archives informatiques, traitement électronique, voici donc le vocabulaire du début des années 1980, puisque, effectivement, il s'agit d'étudier ici cette évolution terminologique. Et maintenant, de quoi parle-t-on ? Je voudrais faire un petit retour sur ce que j'ai observé pas plus tard que vendredi dernier, où j'étais finalement à la réunion du chantier préservation du programme interministériel VITAM, qui se réunit très régulièrement. Donc, comme il y avait de nouveaux partenaires présents, nous avons fait un tour de table, quelque chose d'assez classique, et en écoutant finalement attentivement l'égrenage des titres de chacun des participants, j'ai été frappée par la présence massive de responsables, experts, chefs de projet de tout ordre, mais tous sur l'archivage électronique ou les archives électroniques, mais aucun sur les archives numériques. Pourtant, j'ai lu, il y a un tweet qui est passé il n'y a pas très longtemps, que Bertrand Caron a rédigé, où il qualifiait gentiment de « old school » le fait de parler encore d'archivage électronique. Pourtant, également, dans la littérature récente de ces dernières années, ces termes, archivage électronique ou archives électroniques, sont de moins en moins employés, laissant la place aux archives numérisées ou aux archives numériques. Revoilà donc ces termes qui réapparaissent. Finalement, quand cette double désignation existe, la catégorie des archives numériques renvoie aux archives nativement numériques. Cette évolution terminologique permettant effectivement de constituer un moyen de communiquer de façon plus compréhensible, peut-être pour des non-professionnels, donc non-archivistes, bibliothécaires ou documentalistes, vers un public qui a plus de compréhension sur les terminologies numériques que, effectivement, qu'on emploie encore ce terme d'électronique. Bref, en termes de terminologie, il est très difficile de désigner clairement ce que sont ces objets numériques. La loi sur les archives n'a pas voulu être en reste et a également voulu préciser et englober l'évolution des termes et des pratiques. Au 3 janvier 1979, on précisait que les archives étaient des documents, quel que soit leur support matériel. Or, dès ces premières années où ces fameuses archives nouvelles entrent dans le domaine du patrimoine, le terme de document n'est pas employé pour les désigner. Les termes de fichiers ou de données permettant plus généralement de désigner ce qui constitue ces archives informatiques. Il faut attendre le 7 juillet 2016, et donc la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la loi donc LCAP, pour que la notion de données soit intégrée dans la définition des archives grâce à un important travail de lobbying des archivistes. L'archivage électronique repose aussi, il ne faut pas l'oublier, sur une imbrication forte d'une accumulation de processus. Les données sont elles-mêmes issues d'une collecte, automatisée ou non, d'un travail de formatage qui les transforme. Aussi, je voudrais revenir à une définition donnée par Bruno Latour, philosophe des sciences, qui pense
qu'il ne faut pas parler des données, mais qu'on serait mieux inspiré de parler d'obtenus, entre guillemets, terme employé comme un substantif pour désigner les informations. Il rappelle ainsi que toute donnée est le produit d'un processus qui voit les acteurs la mettre en forme en fonction de leurs expériences, en fonction des usages et des usagers qu'ils imaginent aussi. Je vous renvoie par exemple à l'article qu'il a écrit après le déluge dans la revue en ligne Data Sciences Sociales de mars 2013. Les statisticiens, ainsi grands fabricants de données numériques, après leur collecte, utilisent largement des techniques d'échantillonnage. Cette collecte, propre à la recherche, use bien souvent de moyens réactifs, comme l'entretien, l'observation ou le questionnaire. Puis, en travaillant à partir de modélisation, le monde est alors représenté, échantillonné et décrit par des catégories et des corrélations, comme le rappelle le sociologue Dominique Cardon. Je vous renvoie à son article sur de la statistique au big data, ce qui change dans notre compréhension du monde, article de 2012. Ce qui pose bien sûr la question de la représentation du monde induite par des données numériques issues de la statistique. Pour répondre à la problématique de la représentation générale du monde, le mouvement du big data et de l'open data est particulièrement intéressant. Le terme de big data est apparu antérieurement à son usage d'ailleurs, dans son acceptation actuelle. Selon l'historienne Béatrice Chérier, lors d'une intervention qu'elle a prononcée en mars 2017 lors des Journées des sciences XXL de l'INED, elle précise que la NASA l'utilise pour la première fois dans les années 90. En effet, le big data et l'open data induisent de ne plus se fier aux données catégorisées telles que la statistique ou la sociologie les ont promues, mais de revenir à la donnée brute, c'est-à-dire proche de ce qu'elle était au moment de sa collecte originelle, tout juste nettoyée de quelques scories comme des erreurs de nom, de localisation géographique, etc. Et finalement, on est bien là proche de ce qui se passe au moment d'une autre collecte, celle que fait l'archiviste, qui lui aussi exige de pouvoir accéder à la donnée numérique la moins travaillée possible avec une focalisation de sa demande à disposer aussi des données les plus complètes. Depuis 35-40 ans que les archivistes collectent des données nativement numériques, si je fais défiler ça plus vite que je ne parle, ça ne va pas marcher. Excusez-moi. Donc depuis ces 30-40 dernières années, on est parti du postulat finalement que l'échantillonnage opéré par les statisticiens ou les sociologues est insuffisant à faire sens et à préserver la connaissance enregistrée au moment de la collecte. L'archiviste a besoin de toutes les données pour en restituer le sens par l'accès. L'archiviste aspire donc à laisser de côté les données catégorisées pour un besoin de modélisation statistique du monde, pour trouver et collecter les données au plus proche des traces des individus. La loi pour une république numérique a ouvert les données publiques. L'open data permet ainsi de se rapprocher de l'individu, de le cartographier par exemple. Après la représentation du monde par catégorie, on entre maintenant dans une représentation personnalisée. L'utilisateur veut accéder et se retrouver dans les données auxquelles il accède, mettant en place une interprétation du monde par le point où il est. L'archiviste des données numériques, issu de la statistique, a préservé dans les métadonnées leur structure, la logique des données, la visibilité des codes, lourd volume mais aussi clé d'entrée et de leur interprétation. Le modèle OAIS nomme cette économie de l'information en données de représentation. Je trouve que c'est une expression qui est assez parlante, qui permet effectivement de comprendre les données. Un public spécialisé, lui-même souvent statisticien, quantitatiste, sociologue, dispose des outils pour accéder et manipuler ces données. Mais comment répondre à la demande quand la société de l'open data ne veut plus être structurée par des catégories traditionnelles, le public exigeant désormais que les données parlent par elles-mêmes et parlent à chacun de chacun. À partir des données brutes, chacun peut y projeter sa propre interprétation et produire ainsi une nouvelle représentation du monde. On n'est plus dans les machines à penser ou à agir, mais dans les machines apprenantes,
machine learning, qui permettent aux données de se corréler entre elles. D'autres moyens permettent aussi de repasser de l'individu à une vision plus globale. De nouveaux systèmes de mise en perspective des données, comme les GED au niveau des administrations ou les portails collaboratifs dans le monde scientifique, permettent de faire place aux commentaires, aux annotations, autorisant de repasser du local au global. Il existe aussi beaucoup d'autres données numériques dont je ne parlerai pas ici, puisque le temps est compté, et qui n'ont pas été produites pour la recherche spécifiquement, pour les besoins d'une enquête. Ce sont aussi des informations laissées par des individus, des entreprises, des administrations, produites sans penser aux chercheurs. Données issues des outils de bureautique, des messageries, fichiers son ou images. Dans tous les cas, on se trouve face à l'interrogation de la relation qui existe ou existerait entre archives, patrimoine et mémoire au sein de la manipulation des données, ensemble d'opérations à la fois techniques et symboliques dans le cadre d'enregistrement de l'activité humaine. On voit bien que l'environnement numérique induit une structuration du sens. On est dans la raison computationnelle, selon l'expression de Bruno Bachimon, pour qualifier la culture émergente de la mobilisation des technologies numériques, c'est-à-dire de ce que fait le numérique de la pensée, dans une réflexion à la fois philosophique et scientifique. De ce fait, le numérique ne doit pas seulement être interrogé du point de vue de sa production, mais aussi en regard de l'action signifiante de l'archiviste sur la donnée. En effet, depuis la collecte du statisticien ou de la fabrication par l'administration de données numériques, les archivistes doivent ensuite construire les archives elles-mêmes. Je vous renverrai d'ailleurs au livre de Matteo Treleani sur « Qu'est-ce que le patrimoine numérique ?» une sémiologie de la circulation des archives qui est parue en 2017, puisqu'on est maintenant en 2019. Cet aspect est à considérer en regard du risque permanent de disparition de l'objet numérique, données numérisées ou nativement numériques, le support de conservation numérique étant d'une fragilité extrême, menaçant de ne pouvoir rendre accessibles les données qui y sont inscrites, et ce, sans qu'aucun signe extérieur n'alerte le gestionnaire de l'information. La déchirure numérique ou la dégradation digitale n'étant ni visible à l'œil nu et n'ayant pas d'odeur, renvoyant l'archiviste à la mise en place de moyens techniques élaborés, eux-mêmes demandant des connaissances qui vont au-delà de son bagage de savoir archivistique. Et je crois que Thomas Ledoux a pas mal de choses à nous dire dans le domaine. Je vous remercie.